Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez dit, ma thèse porte sur l'interprétabilité des réseaux de neurones avec leur application dans le domaine de l'oncologie. Donc, je vais faire d'abord quelques définitions de contexte avant de vous présenter une partie de mes travaux avec un exemple relativement simple du domaine médical. Donc, l'oncologie, simple définition rapide, hein, c'est la spécialité médicale pour l'étude, diagnostic et traitement de tous les cancers qui peuvent exister pour l'être humain. L'oncologue va utiliser pour ce diagnostic et traitement différents types de données que vous pouvez voir sur l'illustration en haut à droite. Mais il y a un type de données qui m'intéresse dans le cadre de mon travail, ce sont les données d'imagerie médicale, tout ce qui provient de scanners, IRM et autres, avec leur exploitation sous forme chiffrée, qui est le domaine de la radiomique. Donc, la radiomique, c'est un domaine médico-statistique qui est là pour exploiter les données d'imagerie médicale, extraire de plus en plus d'informations et améliorer ainsi l'aide à l'oncologue pour sa prise de décision. Depuis quelques années, on a des groupes de chercheurs qui appliquent le deep learning à la radiomique afin d'améliorer l'extraction et l'utilisation des données d'imagerie médicale. Lorsqu'on va appliquer le deep learning, donc les réseaux de neurones, dans le domaine de la radiomique, on va exploiter tous ces avantages, mais également avoir tous ces inconvénients, y compris ce qu'on appelle l'effet de boîte noire, qui est lié donc au manque de transparence des réseaux de neurones et qui va créer derrière un manque de confiance de la part des spécialistes médicaux, oncologues et autres. Donc, on va avoir besoin à ce moment-là d'un intermédiaire entre les résultats de nos réseaux de neurones et nos spécialistes médicaux. Et c'est là que va intervenir le domaine de l'interprétabilité et par extension de l'explicabilité, qui vont répondre aux deux questions principales. Comment un algorithme d'intelligence artificielle, que ce soit machine learning ou deep learning, fonctionne et pourquoi il obtient les résultats qu'il a. Donc la question que je me suis posée dans le cadre de ma thèse et à laquelle j'ai pour but de répondre, c'est parmi les données d'entrée de nos réseaux de neurones pour l'oncologie, quels éléments ont été considérés comme les plus importants et les plus influents dans la prise de décision et dans l'obtention des résultats de ce réseau. Donc, je vais vous présenter mes travaux grâce à un exemple qui se place dans le domaine médical et qui est relativement simple pour les quelques minutes dont je dispose pour vous parler de tout ça. C'est l'exemple de la détection de produits de contraste. Donc, le produit de contraste, c'est un produit qui est injecté dans le patient pour aider à la visualisation des structures anatomiques et notamment des canaux sanguins. C'est l'exemple que vous avez là avec deux images, une avec produit et une sans produit de contraste. Donc, on peut voir, je veux dire, si je vous posais la question maintenant, et pour les personnes qui potentiellement ne connaissent rien dans ce domaine-là, il est très facile de repérer tout de suite la différence entre les deux. C'est l'augmentation du contraste entre les canaux sanguins du cœur et les tissus. Donc, on a entraîné un réseau pour cette application-là, un réseau de neurones convolutionnels, donc adapté au traitement d'image, et qui va prendre en entrée une image de scanner comme celle que vous voyez là, et qui va avoir en sortie une seule valeur de prédiction qui va coder pour deux décisions possibles, la présence ou l'absence de produit de contraste. C'est donc un exemple très simple sur lequel je vais pouvoir m'appuyer en vous parlant des méthodes d'interprétabilité et en particulier d'une branche à laquelle que j'étudie actuellement, qui est la branche des méthodes basées sur les gradients. Donc les gradients, rapidement, qu'est-ce que c'est? On a ici une schématisation du réseau de neurones convolutionnels. Lorsqu'on va exécuter de façon classique ce réseau, on va avoir notre image d'entrée d'un côté et notre valeur de prédiction de l'autre. Et quand on va vouloir calculer les gradients de ce réseau, on va effectuer ce qu'on appelle la rétropropagation, qui se rapporte à la rétropropagation qui existe pour l'entraînement des réseaux. C'est-à-dire qu'on va prendre notre valeur de prédiction et on va remonter à sens inverse, dans le sens inverse, notre réseau convolutionnel afin d'obtenir à la sortie ou à l'entrée du réseau une carte d'attribution des gradients que vous avez en bas à gauche.
Et cette carte d'attribution, elle va illustrer l'influence qu'a eu chacun des pixels de notre image d'entrée sur la valeur de prédiction en sortie du réseau. Donc ici, je vous présente trois cartes d'attribution différentes qui proviennent de trois méthodes d'interprétabilité différentes, mais toutes basées sur ce calcul de gradient que je vous ai présenté. Donc rapidement, pour la lecture de ces cartes d'attribution, on a deux types de pixels, des pixels à valeur, des attributions à valeur positive et des attributions à valeur négative, donc des pixels qu'on voit rouges et des pixels qu'on voit bleus. Plus la valeur absolue va être élevée et plus l'influence va être élevée, elle aussi. Et selon le signe, le pixel aura eu une influence en direction de la prédiction finale par le réseau ou à l'inverse, à l'opposé de sa prédiction. Donc, ce qu'on voit des trois cartes ici pour une même image d'entrée, c'est qu'elles sont très différentes alors que les méthodes se basent sur le même calcul. Donc, la question à se poser est laquelle des trois images ici représente le mieux le fonctionnement de notre réseau. Et donc, on va avoir une notion d'évaluation et potentiellement de comparaison entre elles, qui va être aidée par un outil qui est la segmentation. Donc, la segmentation, rapidement, c'est un découpage grâce à un algorithme de notre image d'entrée sous forme de zones, de régions. Et puis après, on va venir appliquer sur chacune de ces zones la moyenne des valeurs d'attribution de notre carte afin d'obtenir une carte d'attribution dite segmentée que vous avez à droite de l'image. Donc, cette carte d'attribution segmentée dispose de plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'elle est visiblement beaucoup plus rapide à comprendre et beaucoup plus facile à interpréter, puisqu'on voit là tout de suite quelles régions ont influencé la prise de décision du réseau et la valeur de prédiction. Et l'autre avantage dont elle dispose, c'est la possibilité de l'évaluer plus facilement, car on va pouvoir cette fois évaluer les régions indépendamment et non pas chacun des pixels. Donc pour réaliser cette évaluation, on va avoir besoin d'un outil d'évaluation qu'on appelle une métrique, métrique qu'il va falloir d'abord choisir en fonction du type de données dont on dispose. Ici, on travaille sur du traitement d'image, mais dans le domaine de l'oncologie, ça pourrait être aussi bien du texte que des tableaux ou encore autre chose. Donc, il faut bien faire attention à choisir ces métriques en fonction de son type de données. Ici, je vous présente rapidement les métriques de précision, recall et F1, qui sont un groupe de métriques relativement simples et qui sont adaptées non seulement aux données images, mais à la comparaison de cartes et d'images, puisqu'ici, on va réaliser, c'est ce que vous voyez sur les deux images, on va réaliser une comparaison entre nos résultats, nos cartes d'attribution segmentée que vous avez en haut, et ce qu'on appelle la vérité terrain, le standard, en bas, puisque cette image en noir et blanc, eh bien, en fait, elle résulte de notre propre décision. On a, nous-mêmes, humains, essayé de détecter la présence ou l'absence de produits de contraste sur cette image, et les zones que l'on a mis en avant en blanc sur notre vérité terrain, eh bien, ce sont les régions qui nous-mêmes nous ont permis de dire s'il y avait ou non du produit de contraste sur notre exemple. Et donc, les métriques que je vous présente ici ont un double travail qui est d'évaluer la capacité à détecter les zones qui doivent être détectées, donc les zones en blanche sur notre vérité terrain, et la capacité à ne pas détecter de régions supplémentaires qui correspondraient à tout le reste en noir sur notre vérité terrain. Donc malheureusement, je ne vais pas forcément avoir le temps de rentrer dans des résultats chiffrés, même si j'aurais aimé, mais je vais simplement terminer par une conclusion sur le domaine de l'interprétabilité, puisque c'est un peu mon travail par cette présentation de vous parler de ce domaine qui est parfois assez peu connu. C'est donc un domaine qui est très récent, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à exploiter, à expérimenter, soit dans la création de méthodes, soit dans leur modification et parfois même dans leur combinaison afin d'améliorer l'interprétation des réseaux, quels qu'ils soient, et que ce soit dans le milieu médical ou autre. Et puis, comme c'est un domaine récent également, et que c'est une conséquence de l'essor de l'IA, en fait, il vient répondre à une demande des utilisateurs non spécialistes, et donc on devrait le voir de plus en plus souvent dans tous les milieux de la société où on voit aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et qui va servir
comme je l'ai déjà dit au début de ma présentation, en tant qu'intermédiaire entre nos résultats parfois opaques de réseaux de neurones ou de machine learning et nos utilisateurs non spécialisés qui pourraient avoir un manque de confiance, comme on peut le constater parfois aujourd'hui. Les personnes qui n'ont aucune connaissance dans le domaine de l'intelligence artificielle ont parfois une grande réticence vis-à-vis de ce domaine, et c'est donc l'interprétabilité qui pourrait servir à réparer ce manque de confiance et à permettre à l'acceptation de l'intelligence artificielle d'une façon plus globale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, si vous avez des questions, je crois que c'est le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le petit exposé. Première remarque, je n'ai pas compris, donc, quand il y avait la présentation avec 3 méthodes différentes pour calculer quels sont les pixels les plus... Voilà, quelle est la différence entre les 3 méthodes testées? Ça, c'est une première question. Deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour détecter quand ce sont des critères globaux, non locaux? Exemple, imaginons que le truc grave soit le fait que le ratio entre la longueur et la largeur soit plus bas qu'une certaine valeur. Dans l'image qui est là, le simple fait de bouger un pixel ou de déplacer un petit morceau de l'image ne va pas changer globalement à faire varier la forme générale. Comment est-ce qu'on détectera si c'est quelque chose, un critère global à large échelle? On aurait... Enfin, les naïfs, on se dirait, mais ça, comme dans le réseau de neurones, ça va être analysé à différentes échelles. C'est en travaillant sur l'une de ces échelles ou l'une des fréquences, on va le détecter. Mais si c'est pixel par pixel, comment est-ce que ça fait ce genre de choses? Troisième remarque sur laquelle je veux bien avoir un commentaire. Effectivement, le spécialiste voit arriver le truc avec méfiance et se dit comment est-ce que ça marche. Mais du point de vue de l'utilisateur, ce n'est pas forcément le critère de l'explicabilité qui va être important pour avoir confiance. C'est plutôt le critère de est-ce qu'en pratique, ça marche ou pas. Si l'avion dans lequel je monte a été vérifié et certifié par une équipe de mathématiciens chevronnés, ça me fait quand même moins confiance que de savoir que l'avion a déjà volé 1 millier de fois sans incident, même si j'ai aucune idée de la façon dont fonctionne l'algorithmique derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Cette question de terrain par rapport aux méthodes d'analyse d'images en oncologie. Très bien. Merci pour ces questions. Alors, la première était par rapport à la différence entre ces méthodes. La différence est purement mathématique, c'est-à-dire que donc, les gradients que je vous avais présentés là constituent leur base, leur point de départ, mais en réalité, après, il va y avoir l'exploitation de cette image, parfois de plusieurs images provenant d'un dataset d'entraînement, et c'est ces différences dans la formule mathématique de ces différentes méthodes qui va créer ces cartes parfois vraiment très différentes. En ce qui concerne votre deuxième question, donc sur un point de vue plus global, donc là, on a effectivement une interprétation des méthodes qui visent à exploiter l'intérieur du réseau, le fonctionnement du réseau et du coup au point de vue de chaque pixel, mais il va exister pour cela d'autres méthodes qui vont fonctionner sur, par exemple, de l'occlusion, de la perturbation, et qui vont avoir pour objectif d'interpréter le fonctionnement du réseau, non pas de l'intérieur, mais d'un point de vue beaucoup plus global, par région, parfois même sur des lots d'images entiers. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Et en ce qui concerne la troisième, vis-à-vis de l'utilisateur, en fait, l'interprétabilité part du principe que le réseau sur lequel on va travailler fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, dans le cas de notre application pour la détection de produits de contraste, on a un réseau qui détecte correctement la présence ou l'absence du produit à plus de 99%. Donc, on part du principe qu'un réseau a été entraîné correctement et qu'il est presque même déjà utilisé dans son application réelle. Et on va tenter, c'est une surcouche, l'interprétabilité sert comme surcouche pour tenter d'expliquer ça. Et donc, l'utilisateur
lorsqu'il va se poser la question, vous avez posé la question, est-ce que ça marche? En fait, la réponse va être oui. Et si on applique de l'interprétabilité, pardon, que si le réseau marche. Donc la réponse sera toujours oui, et puis après on va tenter de l'expliquer, de rentrer un peu plus dans le détail et de l'expliquer comment. Voilà. J'espère que j'ai suffisamment bien répondu à vos questions. Ok, merci. Mais sinon aussi, est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire sur aujourd'hui l'adoption de ces méthodes ici et là dans les services d'oncologie? Aujourd'hui, l'adoption en milieu réel n'existe pas. Parce que la routine clinique, une routine clinique d'oncologie basée sur le deep learning, sur les réseaux de neurones tout simplement, est déjà très peu existante. C'est à l'état principalement de recherche et je n'ai même pas en tête d'hôpital ou de clinique qui utilisent déjà ces routines basées sur le deep learning. Et il y a déjà eu des présentations de travaux à des spécialistes médicaux qui ont justement mis en avant ce problème de manque de transparence, manque d'explicabilité, parce qu'on vient juste donner des valeurs et on vient pas leur dire pourquoi, alors que eux, ils ont passé des années à se former, à comprendre pourquoi et à analyser eux-mêmes, et ils savent pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Donc, c'est pour justement répondre à cette problématique qu'il y a l'interprétabilité et que cette interprétabilité, pardon, pourrait aider à intégrer les routines cliniques basées sur le deep learning en milieu réel, voilà, en milieu concret dans les hôpitaux et les cliniques. Merci. Merci. Bien, donc on va vous remercier de nouveau pour cet exposé.